Vous parler de l'avenir, hein, après tout ce qu'on a dit. Je vais juste revenir sur trois petites choses qui ont été dites. D'abord sur ce qui a été évoqué concernant le village de Lévis. Il faut savoir que, effectivement, je rejoins ce que disait José tout à l'heure, José Strombone, qui a écrit un livre là-dessus, que je vous conseille de lire si vous voulez, sur ce sujet. Lévis, en fait, j'ai eu le plaisir, quand j'étais jeune étudiant à Aix-en-Provence, de suivre les cours du linguiste Fernand Ettori, qui était le grand professeur de Corse à l'université d'Aix-en-Provence. Parce que comme tu l'avais dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'université à l'époque, hein. On a été trop jeunes pour voir ça. Et donc on partait sur le continent, bien évidemment, faire nos études. Et quand j'étais à Aix-en-Provence, j'ai eu le plaisir de suivre les cours de Fernand Ettori. Et vous trouverez dans son lexique des noms de lieux corses, il a listé tous les noms de lieux et il a laissé orphelins ceux pour lesquels on ne trouvait pas l'existence de l'origine. Et parmi ces noms de lieux, il y a le village de Lévis, parce que même l'explication comme quoi ce serait Lévis, le carrefour, etc. est une explication totalement fausse. Non, José, on ne va pas y revenir parce que sinon on n'a pas le temps. Mais ça, c'est une explication totalement fausse, parce que d'abord en Corse, on ne dit pas Lévis, on dit Évi, on dirait. Hein. Donc tout ça ne se prononce pas. Sur les noms, moi, il y a quelques noms de lieux corses qui m'interpellent. Je ne ferai aucune interprétation parce que c'est très difficile. Parce que pour interpréter des noms de lieux, il faut connaître très bien le corse et il faudrait connaître très bien l'hébreu. Il y a très peu de gens qui ont les deux casquettes. Moi, je peux me hasarder juste à une seule chose. C'est un nom qui existe aussi dans le répertoire que j'ai évoqué de Fernand Ettori, c'est le nom du col de Vitsavone, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Et vous savez qu'en hébreu, le nord, c'est Tsafon. Et il y a une analogie linguistique qui est assez troublante, surtout quand on sait qu'en Corse, le feu devient V, et que le Vitsafon peut devenir le Vitsavone. Et c'est un mot qu'on retrouve d'ailleurs dans la Torah, qui est mentionné plusieurs fois, dans certaines parachiotes. C'est pas le rabbin qui me dira le contraire, j'espère. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. Donc là, il y a une similitude, surtout que c'est le col qui désigne la séparation justement de la Corse entre le sud et le nord. Donc voilà, c'est un mot comme ça ne veut pas dire que j'ai raison, je n'en sais rien, c'est juste une question, c'est un point d'interrogation. Donc, je vais vous parler. Deuxième sujet sur le point qui a été évoqué concernant la protection des Juifs en Corse. C'est vrai que l'action du préfet Bellé a été fondamentale, mais moi je suis persuadé, et des historiens le sont également, que sans l'appui de la population, il n'aurait jamais pu tenir cette position. C'était impossible, c'est une position qui était impossible à tenir si la population n'était pas intervenue, ou d'une manière ou d'une autre, de façon négative, pour le dénoncer, ne serait-ce que pour le dénoncer. Et il serait parti lui aussi, hein. On sait comment ça marchait à l'époque. Voilà. Le troisième point, c'est sur la fourniture d'armes. C'est un fait historique, hein, qui a été écrit et que vous pourrez retrouver dans le livre de Roman Hooks qui s'appelle Israël, où il raconte justement cet épisode où, en 1948, à le moment de la création de l'État d'Israël, aucun avion ne pouvait se poser pour ravitailler, pour rejoindre Israël. Et le seul endroit en Europe où les avions pouvaient se poser pour ravitailler, c'était en Corse, parce qu'il y avait eu l'autorisation qui avait été donnée suite à une intervention auprès du préfet de l'époque qui s'appelait Papon. Hein, voilà. Comme quoi l'histoire parfois est assez étonnante et à quelques soubresauts assez étonnants. Voilà, donc moi j'ai la lourde charge de vous parler de l'avenir. Je ne suis pas conférencier non plus, mais je vais essayer de ne pas faire de circonférence quand même, mais voilà, et je voulais vous dire plusieurs choses. Je vais vous présenter d'abord un peu l'association Terra Eretz Coursiga Israël, que nous avons créée en 2017 avec quelques amis, qui sont à la fois aussi une association qui a la particularité d'avoir des représentants un peu sur tous les continents, particulièrement donc sur le continent corse, aussi sur le continent européen, et aussi sur le continent asiatique, en Israël, parce que vous savez qu'Israël est en Asie, et également en Amérique. Nous avons d'ailleurs notre vice-présidente, donc la sœur du vice-président est là, c'est Sylvie Zenati, que je remercie d'être venue nous voir et qu'on peut applaudir. Voilà. Sylvie, voilà, je lève la main, merci. Donc notre vice-président qui est en Israël, qui est un garçon absolument charmant, extraordinaire. Et nous avons aussi des représentants en Corse, bien évidemment, à Ajaccio. On quadrille un peu, hein, c'est normal, hein, c'est comme ça que ça marche. Et nous essayons de faire un certain nombre de choses que je vais vous présenter rapidement.
La première chose sur lesquelles je voudrais revenir, c'est d'abord sur les actions que nous avons faites dans le passé. Nous avons organisé la première visite officielle d'un représentant officiel de l'État d'Israël en Corse. C'était en novembre 2021. C'est M. Daniel Alevi Gochen, qui est ministre auprès de l'ambassade d'Israël en France, qui est venu en Corse en novembre 21 et qui a eu à cette occasion le plaisir de rencontrer le président de l'exécutif, tu en parlais tout à l'heure, Gilles Siméon, ainsi que la présidente de l'Assemblée de Corse, Mme Lepertuis, et également le maire d'Ajaccio, à l'époque donc c'était encore Marc Angeli, et également le maire de Bastia, Pierre Savé. L'accueil a été particulièrement chaleureux et nous avons aussi été voir nos partenaires de la Chambre régionale d'agriculture de Corse, avec qui nous avons monté ce voyage, dont vous avez, j'espère, entendu parler. Donc, nous avons organisé un voyage en Israël où 60 personnes donc, de la Chambre régionale d'agriculture de Corse du Sud et de Haute-Corse sont allées en Israël du 17 au 24 novembre 2022 pour découvrir ce qu'on appelle communément l'agritech israélienne. C'était un voyage très intéressant parce que ça a permis à 60 personnes de découvrir Israël. C'était pour eux tous, c'était la première fois qu'ils allaient en Israël, et de devenir ainsi, quand ils sont revenus, de véritables ambassadeurs d'Israël, parce qu'ils ont tous vraiment adoré ce voyage. Ils ont été à la fois impressionnés par la résilience du peuple juif et par l'esprit d'innovation qui régnait dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à tirer de ça pour la Corse. Une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai créé cette association il y a 5 ans, 6 ans maintenant, c'est parce qu'il nous semble qu'il y a énormément de choses, d'enseignements à tirer sur comment Israël a repris en main son destin, a repris en main son développement économique, a réimposé sa langue, etc. Je vais y revenir un peu plus en particulier tout à l'heure, mais d'abord sur ce voyage, nous avons pu travailler, voir un peu, étudier la gestion de l'eau, ce qui est une question fondamentale bien évidemment pour l'agriculture aujourd'hui en Corse et ailleurs dans le bassin méditerranéen, vous en doutez. Nous avons été voir par exemple le Moshav de Kfar Yeshua, où on a vu à la fois l'organisation agricole et comment ils utilisaient les techniques d'irrigation. Aujourd'hui, là-bas en Israël, quand on irrigue en souterrain. Donc vous imaginez la technologie, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement complexe parce qu'il faut nettoyer les pulseurs. Et donc ils ont inventé une technologie qui permet de nettoyer les pulseurs. Donc ça permet de faire encore 2 fois plus d'économie d'eau parce que l'eau circule en souterrain et vient directement sur la racine. Donc c'est un exemple. Nous avons visité aussi l'usine de désalinisation qui est une usine extrêmement intéressante et qui développe, bien évidemment, il faut savoir qu'en Israël, 60% de l'eau consommée, soit l'eau potable, l'eau industrielle et l'eau agricole, 60% de cette eau vient de la désalinisation de la mer. Donc sans désalinisation, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'eau en Israël. Donc ils ont une technologie avec, bien évidemment, comme il y a un gisement de gaz avec une électricité qui va bien, parce que c'est quand même une technique qui produit énormément qui a besoin d'énormément d'électricité. Donc si vous n'avez pas une électricité pas chère, c'est très très compliqué. Donc c'est pas forcément transposable en Corse à l'identique, mais en tout cas c'est une piste qui a été étudiée. Nous avons également été reçus par le ministère de l'Agriculture, où nous avons été à l'Institut Volcani. Alors c'était très intéressant à plus d'un titre. D'abord par rapport aux technologies qui sont mises en œuvre, mais aussi ce qui était intéressant quand on va en Israël, c'est de voir la méthode qu'ils utilisent pour travailler. Je vous donne juste un exemple, par exemple, concernant la recherche en matière agricole, donc qui est organisée par Volcani, qui est un institut, qui est un peu l'équivalent de l'INRAE en France, pour ceux qui connaissent. Là-bas, le chercheur, on lui donne un salaire, on lui donne un bureau, un ordinateur, et il va trouver les financements pour aller financer sa recherche. Donc vous voyez que c'est un système qui est tout à fait différent de ce qu'on peut voir en France, où comme disait De Gaulle, des gens qui cherchent, on en trouve, mais des gens qui trouvent, on en cherche. Et c'est extrêmement motivant comme dispositif, parce que ça permet de faire appel à des fonds privés qui vont venir travailler sur des sujets qui sont ciblés avec une évaluation, une possibilité d'utilisation directe dans l'économie. Et donc on cible tout de suite la recherche sur des sujets à enjeu avec une efficacité extrêmement rapide. Donc tout ça, ça fait partie des enseignements de ce voyage, et qui ne sont pas liés que à la technologie, mais qui sont aussi liés à la façon dont on gère les opérations. Les suites de ce voyage, elles sont très importantes, puisque nous avons plusieurs projets qui sont à l'étude, notamment autour du vin. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Didier, aussi autour des cédrats.
l'idée à germer à droite et gauche, si je puis dire, pour voir un peu comment on pouvait faire ça. Et nous travaillons aujourd'hui aussi avec le président de la Chambre d'agriculture, Joseph Colombagne, pour éventuellement aller vers une production cachère de viande d'agneau corse, qui serait particulièrement, vous savez que l'agneau corse est un agneau qui est d'une extrême grande qualité, mais qui est aujourd'hui, compte tenu du fait que les éleveurs vendent le lait plutôt que la viande, ne sont pas maintenus sous la mer, MERE, et que par conséquent, ils sont revendus aujourd'hui en Sardaigne pour des prix qui sont très très bas. Et donc nous sommes en train de travailler pour faire une exportation. Et alors l'agneau corse a une particularité extraordinaire qui va vous faire rire, c'est qu'il a le haut extrêmement développé et le bas extrêmement petit. Enfin, et comme vous savez que dans le cachère on prend que le haut, ça tombe plutôt bien. Je dis ça sous le couvert de monsieur le rabbin qui m'écoute. Dans ce voyage, on a également eu un volet universitaire, puisque nous avions emmené aussi le vice-président de l'université, François Paul, et également le président Albert Fouzé, le président de la Fondation Corse, et Jean-Nicolas Antoniotti, qui est très connu en Corse, mais évidemment, ils sont tous très connus d'ailleurs, mais qui a été l'initiateur de Femogui, et qui a également aujourd'hui est le président de l'Institut de technologie en Corse, et qui travaille aujourd'hui à la création d'une école d'ingénieurs en matière agricole en Corse. Parce que paradoxalement, on est un pays où il y a beaucoup d'agriculture, mais on n'a pas d'école pour former les gens. Il y a des lycées agricoles, mais il n'y a pas le niveau supérieur d'ingénierie au niveau agricole. Les membres de l'université ont pu aller au Technion, et ils ont pu également être reçus à l'université de Tel Aviv. Et dans ce dispositif, nous aurons des échanges entre les étudiants corses et israéliens qui sont en train de se mettre en place. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien évidemment, on va parler de l'avenir, mais ce que je voudrais, c'est réfléchir avec vous sur pourquoi il y aurait comme ça une convergence entre, on va dire de façon un peu triviale, entre les Juifs et les Corses. Je vois plusieurs raisons. La première, c'est que Israël est un pays qui est, moi j'appelle ça, c'est un self-made country, c'est une self-made nation, c'est une nation qui s'est faite toute seule, avec ses propres forces. Donc c'est un exemple pour un pays qui veut se développer et qui veut aller vers une maîtrise de son destin, ce que j'appellerais sa maîtrise de son destin, c'est un exemple pour lui. Parce qu'il y a ici, là, un prototype d'un pays qui s'est fait en 70 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Vous avez tous en tête les photos de Tel Aviv en 48 et Tel Aviv aujourd'hui. Donc c'est aussi un pays qu'on appelle la Start-up Nation, je ne vous apprends rien, et qui s'est construit à peu près à la création d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'est fait, et nous avons des enseignements. Je vais juste faire deux illustrations très rapidement sur la création de l'État d'Israël. La première chose, c'est que l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël n'a pas commencé en 48, elle a commencé bien avant. Ça a été évoqué tout à l'heure, ça a été évoqué sur cette période de ce qu'on appelait le Yishuv, c'est-à-dire en hébreu le retour. Et quand on regarde l'histoire de la Corse, on retrouve ce mouvement-là en Corse, d'une autre façon. C'est ce qui s'est appelé dans les années, pour ceux qui sont aussi jeunes que moi, ce qui s'est appelé dans les années 70, Uriakuist, c'est-à-dire où on était dans un moment, une espèce de prise de conscience, où on se disait, bon, voilà, ici en Corse, on est dans telle situation, et il faut qu'on revienne sur quelque chose que nous ont laissé les anciens, et qu'on fasse une espèce de retour. Donc en hébreu, c'était le Yishuv, et en Corse, ça a été ce mouvement qu'on a appelé Uriakuist, avec retour à la langue, la chanson, etc. Bon, vous avez tous connu la période Canto Bourse, enfin, j'en passe des meilleurs. Il y a donc, de ce côté-là, une première similitude. La deuxième similitude que je vais vous exposer aujourd'hui, qui est à mes yeux assez évidente, c'est qu'en fait, ce sont deux pays avec lesquels on peut faire un parallèle historique. Pourquoi ? Ça a été un peu évoqué tout à l'heure par Didier, quand il a évoqué l'histoire et Pascal Paré. Pourquoi ? Parce que leur particularité commune dans ces deux pays, c'est que ces deux territoires, on va dire ça comme ça vexe personne, ces deux territoires ont été sans cesse gouvernés par des pouvoirs venus d'ailleurs. Il n'y a jamais eu en Corse, jamais, à part la petite période de l'indépendance, et le petit période avant avec le royaume de Corse de Théodore de Neuhoff, il n'y a jamais eu en Corse de gouvernement des gens qui étaient les permanents de ce peuple. Et bien, il veut retrouver exactement la même chose avec la terre d'Israël. Et l'anecdote que tu as racontée de la Palestine et d'Israël est particulièrement significative parce qu'on voit bien l'ambiguïté.
Donc, chez les Juifs, la Judée-Samarie, disons, c'était quoi? Ben, c'était le mandat britannique. Avant le mandat britannique, il y avait l'Empire turc, ottoman, les Mamelouks, l'Empire arabo-kurde ayoubide. J'ai pris des notes parce qu'on se souvient de tout ça. Il y en a eu tellement. Ensuite, il y a eu le royaume de Jérusalem chrétien. On l'oublie un petit peu souvent. D'ailleurs, qui avait d'ailleurs à peu près les frontières de l'État d'Israël, plus le Liban de l'époque, d'aujourd'hui. Il y a eu ensuite l'Empire byzantin, les Sassanides, l'Empire romain, les Asmonéides, les Séleucides, Alexandre le Grand, l'Empire perse et l'Empire babylonien. Donc, depuis le roi David, toute cette période-là, c'est une période où le peuple juif n'a pas eu la maîtrise de son destin. Il y a eu toujours des gouvernements venus d'ailleurs qui se sont imposés et qui ont gouverné à la place d'eux. Et bien en Corse, quand vous regardez l'histoire de la Corse, c'est exactement la même chose. Il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez, tu l'as évoqué aussi Didier tout à l'heure, il y a eu tout un tas de puissances occupantes qui sont venues et qui ont gouverné la Corse. Alors, les Phocéens, alors je le fais dans l'autre sens, hein, les Phocéens, les Étrusques, les Carthaginois, l'Empire romain, les Pisans, les Aragonais, les Génois, et depuis 1769, la France aujourd'hui qui... je ne vais pas dire qu'il y a la puissance gouvernante parce que vous allez mal interpréter ce que je vais dire, mais voilà, c'est un pouvoir extérieur qui vient et qui s'impadronisce, et comme on dit en Corse, et qui vient et qui s'installe en Corse. Donc on voit bien que, d'ailleurs pour la petite anecdote, il faut savoir que les États n'ont reconnu la présence française en Corse qu'en 1814, hein, au traité de Versailles, au traité de Paris, pardon. Donc jusqu'avant, les puissances étrangères n'avaient pas reconnu l'intégration de la Corse à la France. Donc on voit bien qu'on a, et je pense que cette communauté, cette ressemblance d'histoire façonne les esprits et fait qu'aujourd'hui il y a forcément un point commun que moi je remarque quand je vais en Israël, que vous remarquerez si vous allez en Israël, et qu'on remarque aussi dans l'autre sens. Je pense que ça a façonné les esprits des deux peuples de façon différente, certes, mais en les faisant baigner quand même dans un continuum historique qui est tout à fait identique, vous en conviendrez quand même. Hein. Et si je fais une comparaison par rapport à ce qui s'est passé en Corse, je dis la vraie comparaison n'est pas, contrairement à ce que certains pourraient croire, entre la cause qu'on appelle la cause palestinienne et la cause nationaliste de Corse. La vraie comparaison, c'est l'histoire d'Israël et l'histoire de la Corse. La ressemblance, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. Deux autres ressemblances, il y a eu aussi deux points communs que je trouve sur lesquels on pourra réfléchir aussi plus intensément, c'est que ces deux zones, ce sont des territoires qui sont passés complètement à côté des deux révolutions industrielles. Il n'y a pas eu de révolution industrielle en Corse, il n'y en a pas eu non plus en Israël. Troisième point également, ce sont deux territoires qui ont connu des défaillances, des chutes démographiques très importantes. Pour Israël, qui à l'époque s'appelait la Palestine, c'était au 19e siècle, et pour la Corse, c'est au 20e siècle. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a autant d'habitants en Corse, on est à 340 000, qu'en 1870. Le même nombre d'habitants. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'avais été à Tel Aviv pour présenter l'histoire de la Corse, il y avait l'auditoire, il y avait un monsieur Ashkenaz, et quand je lui ai présenté la courbe de la population, il m'avait demandé s'il y avait eu une Shoah en Corse. Parce qu'on voyait tellement la courbe se baisser. Tu l'as évoqué aussi, après la guerre, en 14-18, il y avait, je sais pas qui l'a évoqué, Guy, il y avait 180 000 habitants en Corse. C'était un petit désert. Hein. Et troisième point commun, un petit peu plus ironique, si vous me permettez, ces deux territoires sont des îles, la Corse entourée de mer et Israël entouré de pays hostiles, qui fait que ce sont à la fois des îles toutes les deux. On peut donc dresser des points de ressemblance et qui font que, et c'est important de s'arrêter sur ce point, parce que dans la reconnaissance de deux trajectoires, il y a le même, je pense qu'on va retrouver des points semblables de rapport à la Terre, c'est-à-dire qu'on est tout à fait semblable sur une Terre pour laquelle j'ai un attachement ancestral, c'est indiscutable, personne ne pourra dire le contraire. Deuxième point, c'est où on ne me reconnaît pas, ou pas complètement, parce que même aujourd'hui encore en Israël, même s'il y a l'État d'Israël, il y en a beaucoup qui ont un petit peu de mal à s'y faire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et ce sont deux peuples sur lesquels on ne reconnaît jamais leur droit à se gouverner, à avoir la maîtrise de leur destin. Avec une nuance de taille bien sûr, parce que depuis 1948, il y a un État, il y a une nation, il y a un État-nation en Israël. Donc on voit bien l'idée de la méthode de
de l'association, c'est de chercher des points de comparaison, des points communs. Je vais en prendre un autre qui est très intéressant et sur lequel on peut beaucoup méditer pour ce qui concerne la Corse. Alors moi, quand je vais en Israël, je parle de la Corse, et quand je suis en Corse, je parle d'Israël. Vous m'en voulez pas, hein, ben ça fait partie de la logique de l'association, c'est comme ça. Donc si vous voulez que je parle de la Corse, vous venez avec moi en Israël. Donc l'hébreu, c'est une langue écrite. C'est le problème, c'est la question de la langue. C'est très intéressant en Corse, on essaye beaucoup, on parle beaucoup, hein, c'est des débats qui animent la Corse sans cesse. Comment on fait, alors on a parlé du réacoustique, et comment on fait pour remettre une langue, etc. Et ben, l'idée, c'est de dire, tiens, bon, on va aller voir comment on fait, comment ça s'est passé en Israël, comment les Juifs ont fait pour récupérer, pour retrouver la langue hébraïque. Deux points très importants. Un, l'hébreu, c'était une langue écrite, non parlée. Le corse, c'était une langue parlée, non écrite. Donc on voit qu'on est déjà sur une problématique qui est différente. Mais c'est pas fini. Il faut comprendre qu'au XIXe siècle et durant tous les siècles qui ont précédé, hein, l'hébreu était une langue totalement religieuse, hein, on le sait, c'était pour faire le rituel, et elle n'était plus pratiquée. À tel point, elle était tellement plus pratiquée que les Juifs avaient inventé des langues de substitution. Le yiddish, par exemple, et le ladino, qui étaient des langues qui étaient parlées où on mélangeait l'hébreu et l'allemand pour le yiddish, et l'hébreu et l'espagnol pour le ladino. Donc cette langue qui n'était pas parlée, aujourd'hui, quand on va en Israël, la langue officielle, c'est l'hébreu. Donc on est passé d'une situation, en l'espace, mettons, d'un siècle, où on était une langue qui n'était parlée par personne, à une langue qui a été reparlée, qui est aujourd'hui la langue officielle. Donc il y a un mouvement qui s'est développé dès le XVIIIe siècle, c'était ce qu'on appelait la Scala, c'est un nom italien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, pour lequel il s'agissait d'importer les Lumières aux masses juives, avec partout dans le monde cette montée de l'idée de nation, déjà à l'époque. 18e siècle, c'est l'époque de Pascal Paul, où on voit monter l'idée de nation, et où, dans la culture juive, en même temps que Pascal Paul fait naître l'idée de nation en Corse, on retrouve cette idée qui naît dans les masses juives de cultiver, d'instructionner, je dirais, si vous me permettez le terme, les masses juives pour qu'elles puissent aller vers une éducation, etc. D'où la question de la langue, de les sortir du yiddish et du ladino pour qu'elles aient accès à une langue universelle. Ensuite, au XIXe siècle, il y a un travail qui a été fait par Eliezer Ben Yehuda, qui a passé sa vie à constituer un dictionnaire de l'hébreu, un travail extraordinaire, 16 volumes, pour écrire l'hébreu, et créer une norme linguistique. Ça, c'est très important. Vous direz pourquoi tout à l'heure. Et politiquement, derrière, il y avait l'idée de monter une nation et de créer un État avec sa langue, bien évidemment. Donc Yehuda, il a fait ce travail, il a donc créé ce dictionnaire, et c'est l'acte de naissance de la langue, de l'hébreu comme langue officielle, c'est en 1907, au congrès sioniste de La Haye, qui déclare l'hébreu langue nationale. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, se sont créés les premiers éléments on a commencé en fait par créer l'État en créant la langue. C'est dire à quel point la question de la langue est une problématique fondamentale dans la création d'un pays. La deuxième chose qui a été faite en Israël, c'est la création des universités. L'université de Tel Aviv, c'est, je crois de mémoire, c'est 1920. Regardez sur Google, mais je crois que c'est 1920. Donc la première chose, ça a été de travailler sur ce qu'il y a dans la tête des gens et pas ce qu'il y a pas sur la matière. Ça, c'est un point très important. Tous ces auteurs ont beaucoup contribué à la fabrication du néologisme pour désigner. Donc ils ont fabriqué des néologismes pour désigner certains mots de la langue, etc. Parce que bien évidemment, l'hébreu d'origine, c'était que du liturgique, donc il n'y avait pas la machine à laver et il n'y avait pas l'avion. Hein. Donc par exemple, l'avion, c'est matos, c'est-à-dire le truc qui sert à voler et qui permet de voler. Donc quand on étudie cette séance tout à fait historique, hein, on peut identifier les conditions d'implantation d'une langue. Donc je dis à tous les gens qui s'intéressent à la langue corse, prenez votre avion, allez à Tel Aviv, allons voir comment ça s'est passé, enseignez pour voir ce qui fait que le développement et l'unification de la langue, c'est très important. Le deuxième point, c'est l'académie. S'il n'y a pas d'académie, il n'y a pas de langue. Contrairement à ce qu'on a cru en Corse, en disant il y a le parler du Nord, il y a le parler du Sud. Mais non, il faut une académie pour développer une langue. Et troisièmement, c'est une littérature. Et quatrièmement, bien évidemment, c'est des locuteurs. Donc quand on est 180 000, c'est très, très, très compliqué.
Donc on s'aperçoit très très vite que cette capacité d'adaptation est nécessaire. Et d'ailleurs, je citais une phrase très, très jolie d'un des premiers écrivains en langue hébreu qui s'appelait Ephraim Kishon, qui a écrit une très belle littérature, qui a été prix Nobel de littérature en écrivant en hébreu en 1966, c'est dire à quel point la langue est partie vite, hein, et qui a dit, parce que vous savez qu'en Israël, les gens viennent de tous les pays du monde, hein, donc il y a les Allemands qui venaient, les Italiens, les Anglais, peut-être même des Corses qui sont allés en Israël et qui parlent les Corses, et il y en avait, bien sûr, les Yéménites, etc., les Turcs, etc. Et il a eu cette phrase magnifique, et il dit « Israël est le seul pays au monde où les mamans apprennent leur langue maternelle de la bouche de leurs enfants. » Parce que les enfants vont à l'école, ils apprennent l'hébreu et ils apprennent l'hébreu à leur maman. Et peut-être qu'il faut aussi creuser cette piste de faire apprendre la langue aux enfants pour qu'ils l'apprennent à leurs parents. C'est peut-être ça l'idée aussi derrière quelque part. Vous voyez à travers cet exemple à quel point on peut prolonger l'étude et à quel point on peut aller tirer des enseignements en faisant des confrontations, en allant discuter, en allant voir ce qui se passe ailleurs. Et notamment, bien évidemment, pour ce qui nous concerne avec ça. Je prendrai un troisième exemple rapidement, parce que je sais que le temps passe et puis il se fait vite. Je voudrais juste vous parler un petit peu d'Edmond Simeone, avec lequel j'ai eu le plaisir de faire de nombreux entretiens avant qu'il nous quitte. Et je voulais vous dire qu'il a été un des premiers adhérents de l'association Terra Eretz. Et il a été un fidèle pour ceux qui sont montés à Pianel, pour la cérémonie de l'arbre d'Anne Frank. Il a toujours été là, il a été un fidèle de la mémoriale, et j'ai une pensée pour lui encore aujourd'hui. Et je voudrais vous faire part juste de quelques enseignements que j'ai eus, et qui étaient d'ailleurs tout à fait dans le prolongement de ce que disait Didier tout à l'heure. Edmond, il avait deux choses qui lui tenaient à cœur quand on discutait de la question juive. La première chose qui lui tenait à cœur, c'était de me dire, c'était d'évoquer le fait justement que son épouse Lucie, qui était juive ashkénaze, avait dans sa famille, une partie de sa famille qui était sioniste, et l'éveil de sa conscience politique, il l'a fait aussi en allant échanger avec les membres de la famille sioniste de Lucie, qui lui ont permis de comprendre. Et ça n'a pas tout fait, mais ça a été un des facteurs très importants dans sa prise de conscience politique et dans la façon dont il a appréhendé ensuite, en utilisant la pensée politique sioniste, comment il a appréhendé ensuite la pensée politique en Corse. Et c'est pas un hasard si lui, qui a été un des premiers précurseurs, José, tu le sais, vu que tu fourraillais avec la chambre de commerce, avec mon oncle aussi à Bastien, et donc il a été un des premiers à faire cette prise de conscience politique. Elle est en partie liée, comme l'avait fait Pascal Paoli, tu l'as rappelé tout à l'heure Didier, à cette comparaison avec le peuple juif, avec l'histoire du peuple juif et l'histoire du peuple corse. Et on retrouve ici ce lien dans le travail qu'avait fait Simeone de réflexion et dans sa prise de conscience politique. C'est quelque chose qu'il m'a répété plusieurs fois, je peux vous le garantir, sur le fait que son analyse politique, elle avait en grande partie été enrichie de ce qu'il avait appris au contact de la famille de son épouse. Deuxième point qui était très important pour Edmond, c'était l'énigme de la Shoah. Comment on peut en arriver là, comment on peut faire qu'on puisse venir prendre des enfants, massacrer des enfants, etc. Et il m'a confié plus d'une fois que pour lui, la Corse, particulièrement la Corse, devait se positionner très clairement, et je voulais vous le dire aujourd'hui, comme une terre d'accueil des Juifs, comme un garant de la protection des Juifs. Pour lui, c'était vraiment quelque chose qui était fondamental. C'était toujours les deux sujets qu'on abordait quand on se voyait régulièrement l'été. C'était de faire en sorte qu'on sache que la Corse soit pour les Juifs. Il me disait même s'il y a des problèmes et que les Juifs, de toute façon, ils ne pourront pas tous aller en Israël, ils ne pourront pas tous faire leur alia. Et il faudra qu'ils viennent peut-être aussi en Corse. Et il faut qu'ils sachent que la Corse est une terre d'accueil. Il me disait que c'était vraiment un message très important pour lui, parce qu'une fois de plus, il considérait qu'il y avait une proximité entre l'histoire du peuple corse et l'histoire du peuple juif.
Deuxième point, troisième point sur la façon dont Edmond avait fait ce parangonnage, c'est, vous savez qu'il a créé une association de la diaspora corse. Et donc c'est vraiment le modèle juif qu'il a pris et qu'il a plaqué sur la situation en Corse. Donc pour lui, l'idée c'était de dire, je vais faire appel aux élites corses qui sont parties sur le continent, en Amérique, etc., à la fois artistiques, intellectuelles, philosophiques, scientifiques, pour qu'ils reviennent apporter à la Corse une contribution pour construire la Corse de demain. Donc c'était vraiment un point fixe dans la pensée d'Edmond. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que les passerelles du cœur et de la raison, on peut faire beaucoup d'histoires, hein, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des historiens je dirais aujourd'hui, qui sont un peu fatigants, parce qu'ils viennent ici, ils passent une semaine, ils ont tout compris, et ils écrivent des choses pas très justes, même totalement fausses sur la Corse. Ils font même des magazines avec, et dans ces approximations, ils ne comprennent rien, ni à l'âme corse, ni à l'âme juive. Rien du tout. Donc ceux-là, il faut les laisser. Ils croient qu'ils sont des scientifiques, mais ce sont juste des gens qui passent à côté de l'humain et qui ne voient pas du tout le fondement des choses et comment elles se trament à l'intérieur des esprits, à l'intérieur des cœurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Troisième exemple, bon, je vais pas revenir sur notre voyage en Israël, mais c'est très très important. Et il faut travailler pour l'avenir sur le rapport à l'histoire, et ce rapport est essentiel dans notre démarche, et je vais conclure avec ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut travailler à la fois sur l'histoire et sur l'identité. L'exemple israélien est très intéressant parce que c'est un exemple où on travaille sur l'histoire, on sait qui on est, on sait d'où on vient, on connaît toutes les épreuves que nous avons dû franchir pour rester là, pour être toujours ici. Mais si vous allez en Israël, c'est le pays le plus ouvert au monde auquel j'ai pu aller. Je ne les ai pas tous faits, mais c'est un pays totalement ouvert. C'est un pays tolérant, c'est un pays ouvert. J'entends des horreurs sur l'État d'Israël, l'État d'apartheid, etc., qui sont véhiculées par tout un tas d'antisémites. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 60 Corses qui sont allés en Israël pour la première fois sont devenus 60 ambassadeurs de l'État d'Israël en Corse. Et ils sont absolument ravis d'avoir été. Ils ont appris des choses, ils ont été convaincus de la proximité qu'il y avait entre les Corses et les Juifs, et ils ont été aussi convaincus qu'il y avait des méthodes à prendre et des solutions à trouver en Israël. Voilà, ça c'est très important. Il faut travailler ce rapport à l'histoire, parce que l'identité, ça ne veut pas dire identique. C'est pas parce que je suis comme vous, ça ne m'intéresse pas de savoir si on est pareil. Au contraire, et c'est tout l'intérêt de l'association Terra Eretz, Corsica Israël, c'est de mettre ensemble des gens qui ne sont pas pareils, pour qu'ils parlent, pour qu'ils se voient, pour qu'ils échangent et qu'ils comprennent qui ils sont. Et moi je suis très content que dans l'association, nous ayons à la fois beaucoup de Corses, beaucoup de Juifs, beaucoup d'autres gens qui viennent d'autres horizons, et que nous ayons pu ainsi créer tous ces échanges, parce que c'est fondamental, et c'est avec ça qu'on avancera. Et il faut travailler là-dessus, et moi je suis absolument persuadé qu'à Terra Eretz, on pense que l'histoire se fait en marchant. Les débats sur d'où on vient, c'est fondamental, il faut les avoir. À un moment donné, il faut les outrepasser, et il faut construire ensemble, tous ensemble. Donc vous pouvez aller sur le site de Terra Eretz, c'est très facile, c'est terraeretz.org, et vous sur notre site, et vous verrez ce que nous avons fait, c'est marqué. C'est magnifique. Et là vous avez la photo quand nous étions au Kotel, avec du voyage en Israël, qui a été un voyage, je vous assure, absolument magnifique. Dans certains milieux, on appelle ça, il y avait une égrégore extraordinaire, et je peux vous dire que c'était un moment magnifique, et nous avons l'intention d'en refaire, et si ça vous intéresse, restons en contact pour l'avenir. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention.